Le Radio Show des animaux, c'est mardi, c'est la deuxième partie de cette émission avec Cléa Ethics for Animals, Loïc Dombreval, notre invité, merci d'avoir accepté l'invitation à FLP Radio, et Albert Calmuso, premier adjoint de la ville de Villeneuve-Loubet et à la protection animale. Et hier, on parlait justement, et Albert va poursuivre sur cette question, le delphinarium que nous avons du côté d'Antibes, avec maintes et maintes de questions. Albert, si tu veux bien. Oui, je veux bien. On a évoqué les delphinariums très très rapidement. Je comprenais pas, j'ai posé la question à Loïc, pourquoi on attendait 28, 23 pour interdire les orques et les dauphins. J'ai très bien compris, hein, Loïc, qu'il y a comment dirais-je, une priorité sur l'humain avant l'animal, en tout cas économiquement. Économiquement. Certes, il y a, comme tu disais, 400, 500 emplois à la clé, mais il y a des milliers d'animaux aussi. Donc la question se pose. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans toute cette affaire, au-delà des délais dont on vient de parler, j'ai lu dans la loi qu'on pouvait prolonger de 10 ans ce délai. Pourquoi se mettre ce garde-fou, j'allais dire, de 10 ans? Si on l'avait pas mis, ça aurait été aussi bien. Je voudrais revenir sur le point que tu as évoqué juste avant. Il y a pas de priorité économique de l'humain par rapport à l'animal. C'est pas comme ça qu'on a réfléchi les choses. On a la volonté de trouver des équilibres entre la nécessité, encore une fois, de sortir ces animaux parce qu'ils ont rien à faire dans ces bassins, me semble-t-il, et ça, c'est la vie de beaucoup de monde. Mais en même temps, de faire en sorte que l'activité économique et les gens qui travaillent, qui gagnent leur vie avec ça, et qui s'occupent des animaux aussi bien qu'ils le peuvent, eh bien puissent trouver, se reconvertir. Le temps de la reconversion pour un site comme celui de Marineland, c'est un temps long, hein. Ça se fait pas en 2 jours, hein. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces gens vont faire Pardon de vous couper, mais ça veut bassins. dire que quelque part, ça veut dire que les capitaux sont au-dessus de la cause animale. Non, c'est pas ça. C'est que non, je parle là. Je Mais parle. moi, je me mets à la place des gens qui pourraient écouter les réponses et Il faut que ces qui gens. lisent les vidéos tous les jours Ouais. qui sont sur les réseaux sociaux. Mais il faut que ces gens qui travaillent là-bas, ils aient du boulot, qu'ils puissent manger, On est d'accord. nourrir leur famille. On est Je d'accord. pense qu'on est tous Ouais, d'accord ça, là-dessus. Ça, c'est clair. Oui. D'accord? Est-ce- Premièrement. Et deuxièmement, et je voudrais finir là-dessus, sur ce point-là. Deuxièmement, les animaux, le fait de les placer, il y a une méthode qui serait extrêmement simple, hein. Ça serait de considérer qu'au fond, les dauphins et les orques qui sont à Marineland, adviennent que pourra, envoyons-les en Chine ou je ne sais où pour ils aillent finir leur vie. La question qui se pose là, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça prend pas 3 mois. Et ceux qui disent que la solution est extrêmement simple, qu'elle va se trouver en 2 jours et qu'il existe déjà des sanctuaires ou des refuges pour accueillir ces animaux, ne disent pas la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces sanctuaires n'existent pas et qu'il faut trouver la façon avec laquelle, si tant est qu'on décide qu'on donne un avenir à ces animaux qu'on va sortir du Marineland, il faut se donner le temps de la construction, d'imaginer, d'innover, d'investir, de trouver l'argent pour faire exister ces sanctuaires qui vont accueillir ces animaux. C'est Voilà. en lisant j'allais dire ta loi, en lisant la loi, j'ai vu qu'il était prévu que par arrêté ministériel, on allait créer ces sanctuaires. En tout cas, il y a déjà une réflexion qui est entamée, Ouais, c'est ça. qui a débuté avec le ministère de la Transition écologique, qui fait on cherche le moyen de replacer ces animaux. Ce qui va, d'une certaine façon, ce qui est extrêmement louable, hein, et vertueux, puisqu'on pourrait dire, et c'est d'ailleurs ce que disent certaines associations de protection animale, malheureusement, disent-elles, cette génération de dauphins et d'orques est une génération sacrifiée. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, enfin, c'est ce que vous dites, mais si on peut trouver une solution, malgré tout, pour les replacer dans des endroits où ils vont finir leur vie de façon correcte, c'est encore mieux. Oui. Et C'est encore une fois, ça prend vous du pensez pas que, vous savez que au large de Nice, au large d'en face, hein, de Villeneuve-Loubet, ça va jusqu'à San Remo, il y a un sanctuaire naturel. Mm. Et vous pensez pas qu'il n'y a pas possibilité de mettre, alors je balance ça comme ça, vous pensez pas qu'il y a une possibilité peut-être d'intégrer ces animaux dans leur milieu naturel qui sont plus proches de l'homme, c'est-à-dire ici entre San Remo, Antibes et Villeneuve-Loubet, plutôt que de les envoyer dans un autre parc pour qu'ils soient à nouveau en train de s'adapter et en Mm. fait et on risque leur perdition. Alors, vous faites référence à un endroit magnifique, hein, le sanctuaire Pélagos, au large Oui. de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Ouais. que j'ai pu voir à plusieurs reprises. Le problème de ces dauphins et de ces orques, c'est que ils sont, en tout cas pour les dauphins, nés en captivité.
Vous mettez un dauphin né en captivité, sortant du Marineland, dans de l'eau de mer, même si vous le mettez dans la limite du sanctuaire Pélagos, je lui donne 2 heures pour vivre, hein. C'est-à-dire qu'il va se faire défoncer, pour parler vulgairement, par tous ses congénères, qui vont voir là une proie facile à attaquer, et il va disparaître de la planète mer en l'espace de quelques heures. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut. Ce sont des animaux qui sont voilà. Alors pardon de vous couper, mais alors à ce moment-là, pourquoi le parc marin justement ne travaillerait pas sur cette question-là pour commencer à sortir les animaux de leur bassin, mais en leur faisant, ils les ont éduqués avec des jeux. Pourquoi ils n'intégreraient pas un programme de désintoxication avec des jeux pour pouvoir les intégrer? Alors tu rigoles, mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, hein, mais j'essaye de mettre aussi à la place des gens qui pourraient, parce que sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que vous pouvez tweeter, hein, Facebook, Instagram, Twitter, allez-y, faites-vous plaisir, hein. Alors le plus grand dresseur de dauphins qui existe aujourd'hui, enfin qui est encore en vie et qui a dressé des dauphins pour des films, et en particulier Flipper le dauphin, hein, c'est un dresseur italien, il me semble. Il a tenté de remettre dans la mer des dauphins qui avaient été en captivité pendant de longues années. Il y est arrivé, mais avec d'immenses difficultés et vraiment sur un nombre de spécimens extrêmement faible. C'est extrêmement. Et ça lui a compliqué. pris beaucoup de temps. Et ça lui a pris énormément de temps, plusieurs années. Il faut bien avoir ça présent, plusieurs années, hein, pour réussir à remettre à l'eau avec succès, parce que encore une fois, remettre à l'eau c'est très simple, mais avec succès, ça veut dire avec un animal qui va progressivement se réadapter, aller chercher sa nourriture. Aujourd'hui, les dauphins et les orques de Marineland ou de Planète Sauvage, ils sont nourris. Ils vont pas chercher leur nourriture, ils n'ont pas appris à chasser. Donc tout ça fait que, voilà, pour réadapter l'animal à la vie sauvage, ça réclame un temps des compétences extrêmement rares, beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'argent également. Ouais. Voilà, donc les choses sont plus compliquées qu'ils n'y paraissent, comme c'est souvent le cas. Mais moi je te rejoins, je reste persuadé, je dis là, c'est que la solution, c'est pas de reprendre le dauphin et le mettre dans son espace naturel. Oui, ça marchera pas pour moi. Non, ça marche pas. Alors on a parlé des dauphins, on va parler des animaux sauvages dans les cirques. Ça nous concerne a priori. Ça t'a concerné aussi, hein, oui. Ouais, Tu as été le premier à prendre un arrêté pour interdire les animaux sauvages dans les cirques. Ouais. Avance. L'arrêté a été cassé? Non, pas encore. Pas encore? Non. Alors, il est en appel. Ça va pas tard. Il est en appel. Ouais. Nous, alors, je fais une parenthèse. La commune de Villeneuve-Loubet se rendra au tribunal administratif de Nice le 15 juin pour défendre notre... Alors nous, c'est pas un arrêté, c'est une délibération que l'on a pris en conseil municipal en 2016. C'était un vœu pieux presque, hein, de ne pas recevoir des cirques avec des animaux sauvages. Les associations de circassiens nous ont attaqués, nous ont demandé de retirer, on l'a pas fait, etc., etc. Et on se retrouvera le 15. Je me ferai un plaisir d'aller plaider la cause de la commune au tribunal administratif. Alors, les animaux sauvages dans les cirques itinérants, je dis bien itinérants, interdiction à partir de 2026. La ministre a été plus vite puisqu'elle a pris un arrêté, elle n'est pas passée par la loi. Hein, ouais. Madame Pompili. Ouais. Pourquoi? Première question, bon, 2026 c'est demain, si on pouvait y arriver, ça serait un pas extraordinaire. Là encore, les communes viennent de recevoir, tu en as peut-être eu connaissance, une circulaire du préfet émanant de 3 ministères, hein, demandant aux maires d'accueillir sur leur territoire jusqu'à 2026. Justement, c'est pour réadapter les humains. Je dis bien les humains, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais on nous demande d'être un petit peu plus conciliant jusqu'à 2026. Alors, pourquoi dans cette loi on a ciblé les cirques itinérants et pas les cirques sédentaires? Parce que d'abord, le nombre d'animaux sauvages présents dans les cirques les animaux sauvages dans les cirques sont essentiellement dans les cirques itinérants. Premier point. Et deuxième point, c'est l'itinérance. On parle de quoi? C'est des camions, hein. Ouais. Voilà, bon, les camions et l'itinérance rajoutent en fait du mal-être au mal-être. Donc c'est une forme de priorité. D'ailleurs, au sein de ces animaux dont la présence, franchement, serre le cœur, hein, quand on les... moi, je sais pas comment vous réagissez à ça, mais enfin, c'est quand même assez terrible de faire ces animaux... J'ai eu un face-à-face, tu dois le savoir, avec le cirque Muller.
Ouais, bah oui. Et j'ai pris Mm. Franck Muller et son frère, Mm. et je leur ai dit, ben, moi je veux bien aller devant la cage aux lions, parce ils avaient plusieurs lions, et j'étais devant la cage, avec les deux frères, un de chaque côté. Bon, ce sont des voyous, hein. J'ai pas peur de le dire, hein. Ce sont des voyous, hein, ces gens-là. Et je leur ai dit, vous pensez que vos deux lions là, ils sont heureux? Regardez-les en face. Vous osez même pas les regarder en face. Ils les aiment, hein, mais ils les regardent pas. Mm. Voilà. Moi, j'ai Donc, été les voir, les lions. ouais. Donc l'itinérance, elle rajoute en fait de la douleur à la douleur dans la vie de ces animaux. Et voilà. Par contre, ce qu'il faudrait pas, enfin l'effet pervers de la mesure, c'est que il faudrait pas que les cirques qui étaient itinérants deviennent sédentaires au prétexte de conserver les animaux. Et donc il faut absolument qu'on se Ah ouais. prémunisse sur le fait que si jamais un cirque avec animaux sauvages veut devenir sédentaire, eh bien que l'ensemble des règles s'appliquant au parc zoologique s'appliquent de façon D'accord. juste Mmh. aux cirques devenus sédentaires. Ça, c'est un point qui est un point absolument essentiel, qui est pas facile à obtenir. Donc, c'est de haute lutte. Mais c'est absolument indispensable. Voilà. Après, voilà, tu l'as évoqué. Avance, on a pris aussi arrêté. un arrêté là-dessus et une délibération doublée d'un arrêté. À l'époque, maintenant c'est prescrit, mais j'avais eu un coup de téléphone du préfet qui m'avait demandé de reprendre l'arrêté parce qu'il était considéré comme illégal. Mmh. D'ailleurs, tué en appel, enfin Villeneuve-Loubet est en appel, de même que Vence est en appel. Mmh. Et moi, j'avais pas repris l'arrêté. J'avais dit que non. C'était si l'arrêté devait être repris, le préfet avait qu'à le faire. Voilà. Et ça, il n'a pas fait. J'ai eu la visite effectivement du président du syndicat des cirques, Muller. On a parlé de façon très sereine, très calme pendant 1 heure et demie. Il m'a demandé de retirer mon arrêté, je l'ai pas fait. Et on en est là aujourd'hui avec effectivement une délibération qui est en appel au tribunal administratif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais très récemment, il y a quelques jours, Beauvais s'est vu retoquer son Oui. arrêté Oui. cirque faune sauvage. Et donc on est dans cette dynamique-là quand même où il y a des victoires, enfin il y a beaucoup d'arrêtés qui tombent. Mais ça changera. Donc d'où l'importance de faire passer le plus vite possible maintenant de cette loi Ouais, c'est ça. pour faire en sorte que les choses s'améliorent pour ces animaux. Ok. Je vais passer sur les montreurs d'ours et de loups parce que bon, on n'a pas ça ici. Les élevages de visons qui ont un peu défrayé la chronique, interdits en 2023. Il y en a que 3 en France, hein, je crois. Oui. D'élevage de visons. Ouais. Euh, Il y en a même plus que 2, Oui, parce qu'il y en a ouais, encore en un fait, qui a fermé là. ouais, parce qu'en plus il y a que 2 familles et 3 élevages, si j'ai bien compris. Les renards, je pense qu'on n'en a pas. Non. Pour les visons et le coronavirus, dis-nous un mot là-dessus. Alors ça, c'est un sujet vraiment intéressant et d'ailleurs, il y a des hypothèses aujourd'hui scientifiques qui disent que il n'est pas impossible, en tout cas c'est une hypothèse à ne pas exclure, que le coronavirus provienne d'élevage de visons. Pourquoi? Parce que ces animaux qui font partie d'une famille particulière d'animaux ont la particularité d'avoir des récepteurs dans les cavités nasales, dans leur nez, des récepteurs au virus respiratoire rigoureusement identiques à ceux de l'homme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en particulier avec le coronavirus, l'homme peut transmettre le coronavirus au vison et réciproquement. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans des élevages hollandais et danois. C'est ça. La grande différence entre la Hollande et les Danois, c'est que la Hollande, le Parlement hollandais a mis fin par la loi aux élevages de visons en 2024, mais voyant qu'effectivement il y avait des transmissions de l'animal à l'homme, du vison à l'homme et réciproquement, avec des cas avérés de transmission du vison vers l'homme et des gens malades travaillant dans des élevages, 60% quand même, une étude qui a été publiée dans Nature, une revue scientifique de qualité, indiquait que 60% des personnes travaillant dans les élevages hollandais avaient été contaminées par le vison. Donc ils ont fermé définitivement leurs élevages en gagnant du temps par rapport à ce qui était prévu par rapport à 2024. Au Danemark, plus de 1000 élevages, des millions de visons abattus, 15 à 17 millions de visons abattus, ça, 15, 16 millions, une véritable boucherie. Enfin voilà. Et nous, en France, on continue. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai toujours dit à Barbara Pompili, Madame la Ministre, chère Barbara, quand vous voulez arrêter l'élevage de visons à 5 ans, c'est inimaginable. C'est beaucoup trop loin. C'est un risque. C'est un vrai risque. Quelques mois après, on a eu un cas de transmission du vison à l'homme dans un élevage français. Pof, on a fermé l'élevage. Et là, voilà. Donc, il n'en reste plus que 2. 5 ans, moi j'ai dit il faut fermer tout de suite. Et finalement, même pas 5 ans, dans parce que je l'hémicycle, crois que c'est 23. Hein.
Oui, c'est ça. Et effectivement, donc c'était 5 ans de la part du ministère. Moi, j'ai dit fermez tout de suite. Et en fait, dans la proposition de loi, on a convenu d'un moyen terme à 2 ans. Bon, voilà. De toute façon, il reste plus que 2 élevages. Franchement, s'ils arrivent, enfin, je pense qu'ils devraient maîtriser et fermer avant. On va parler des animaux domestiques très rapidement. Cléa pourra intervenir sur les mesures prises contre les abandons d'animaux de compagnie. Ça, c'est un volet, pour moi, c'est peut-être un des volets les plus importants de la loi. Quelque chose qui touche les communes, toutes les communes, qui crée des problèmes au sein des municipalités entre la population, les défenseurs, les nourrisseurs, la commune elle-même, etc., etc. La stérilisation obligatoire des chats errants. Alors, c'est prévu dans le code rural, dans le règlement sanitaire départemental. Les maires sont dans l'obligation de faire procéder à la stérilisation des chats errants, sur leur territoire en tout cas. Alors, vous avez remplacé le maire peut faire procéder par le maire procède. D'accord ? C'est la principale modification. Ouais. Il n'aurait pas été indispensable d'écrire le maire doit ? Si. Bah, pas indispensable, mais ça aurait été mieux. Pourquoi vous l'avez pas fait ? Bah, parce qu'en fait, on a commencé à débattre sur ce sujet. Le maire doit procéder, le maire procède, et voilà, fruit de la négociation des échanges avec les uns avec les autres, on a dit c'est pareil, doit procéder ou procède. S'il procède, c'est qu'il procède. Il le fait, il doit le faire. Bon, c'est des. J'aurais mis l'impératif. Voilà. Alors, il faut savoir que cette mesure-là, cet article-là, alors c'est pas d'abord que le maire, hein, c'est aussi le maire ou l'intercommunalité, parce qu'effectivement, le chat, en particulier errant, il respecte pas forcément les limites administratives des communes. Et c'est vrai que c'est pas une compétence intercommunale, hein, la stérilisation des chats. Ben, il faut que ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Dans le cadre de cet article. Ouais, non, mais je connais pas d'interco qui ait cette compétence. Hein. C'est surtout les communes qui l'ont. C'est les communes qui l'ont, mais là, dans la loi, on a une modification de cette loi qui indique que ça va être le maire ou le PCI. Ou l'établissement public intercommunal, donc c'est une bonne chose parce que l'intercommunalité. Cléa, tu peux intervenir. Le coût de toutes ces stérilisations pour les associations, c'est énorme. C'est ça. Et puis même pour les mairies elles-mêmes, c'est énorme. Pourquoi du coup déjà ne pas partir sur une stérilisation obligatoire pour tous les particuliers en amont, parce que ça préviendrait déjà énormément cette errance féline. Et pour les chats non-lofs, si tous les chats non-lofs étaient potentiellement stérilisés à l'âge de 6 mois, on aurait déjà une errance féline bien moindre. Oui, non mais c'est sûr. Alors d'abord, sachez que c'était mon idée. Enfin mon idée, c'est pas que moi qui l'aime. Enfin c'était dans la proposition de loi que moi j'avais rédigée, il y avait cet élément-là et qui indiquait effectivement l'obligation de stériliser. C'est toujours pareil. On fait de la politique, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on trouve des accords. Et comme le dit si bien Corinne Pelluchon, philosophe travaillant beaucoup sur cette question, c'est des accords qui doivent se trouver sur fond de grands désaccords. Et en la matière, sur la stérilisation des chats, il y a beaucoup de gens qui veulent pas stériliser leurs chats. Moi, on peut pas les obliger à stériliser leurs chats. C'est hyper compliqué à vérifier. C'est un coût qui est un coût important pour chaque foyer. Machin. Mais entendu avec vous, encore une fois, moi, si j'avais j'ai proposé ça. Ça n'a pas été retenu. Je suis désolé, ça marche pas à tous les coups. D'accord. Donc là, parce que là, c'est un coût énorme à faire porter aux mairies, aux associations, parce que souvent les mairies passent donc des conventions avec les associations pour. Heureusement. Heureusement, parce que. Ce serait. Et c'est une charge pour elles aussi. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je sais exactement, enfin, je sais à peu près quel coût ça peut représenter pour une commune. Ça pose d'ailleurs un vrai problème, et je suis très inquiet sur l'avenir de cet amendement, de cet article de la loi au Sénat. Parce que les sénateurs, vous le savez, ils sont élus par les maires et les élus, enfin par les élus. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la chasse. C'est pour ça qu'on n'a pas traité de la chasse, peut-être, voilà. Non ? Ouais, entre autres, ouais, vous savez, ouais. Puisque aussi parce qu'il y a beaucoup de députés chasseurs. Donc on a là un vrai sujet, c'est-à-dire que sur la question de la stérilisation, vous savez que la FBB, la Fondation Brigitte Bardot, estime à environ 11 millions le nombre de chats errants en France. 11 millions. Et encore. Voilà. Et donc, si on fait le calcul, si on fait le calcul, c'est absolument effrayant parce que voilà. Il va y avoir un vrai point là. Les sénateurs probablement vont revenir sur cette mesure. Je ne sais pas comment, mais je doute qu'on trouve un accord avec eux sur ce point-là. Ce qui est certain, c'est que
on peut pas imposer aux collectivités et aux maires en particulier le fait de stériliser l'ensemble des chats présents sur leur territoire sans que l'État mette la main à la poche. Bien sûr. Et donc, ça pose aussi une question, et sur laquelle je travaille avec le ministère de l'Agriculture, sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme dispositif pour trouver l'argent pour que la tripartite entre la commune et l'intercommunalité, les associations de protection animale qui aident déjà beaucoup financièrement, je pense en particulier à la Fondation 30 millions d'amis, je pense à la SPA, je pense à la FBB et à d'autres, et à tous les refuges et à tous les qui travaillent sur notre territoire, et donc les vétérinaires et particuliers, que toute cette association-là, cette tripartite ou quadripartite fasse que, à un moment donné, tout cela devienne possible financièrement. C'est une vraie question. L'État doit évidemment mettre la main à la poche. On peut pas, comme ça, imposer un truc à des maires sans les aider, au regard en plus du coût que ça peut avoir. Donc là, il y a encore une question qui est à affiner. Mais est-ce qu'une campagne de sensibilisation auprès des particuliers déjà qui viendrait du ministère, ce serait pas déjà un grand pas pour sensibiliser les particuliers eux-mêmes à faire stériliser leurs chats? Parce que ça, on n'en entend pas parler de la part du ministère lui-même. Si, alors, mais de façon plus générale, et ça sort du cadre de cette loi, et c'était une recommandation que j'avais faite dans le cadre de ma mission gouvernementale au Premier ministre, à Édouard Philippe à l'époque, c'était de dire qu'il nous manquait des chiffres. Parce qu'on dit 11 millions de chats errants, en fait on n'en sait rien. On dit qu'il y a X millions d'animaux, de chats et de chiens, machin. Oui, enfin on sait à peu près, parce qu'on sait à peu près ceux qui sont identifiés, mais en fait on sait pas bien. Et en fait ce qui manque vraiment, pour pouvoir chiffrer tout ça et mener de bonnes politiques publiques, c'est un observatoire de l'animal de compagnie en France. Cet observatoire n'existe pas, mais le ministre de Normandie a décidé au mois de janvier, par voie réglementaire, et non pas par voie législative, de créer cet observatoire. Tant qu'on n'aura pas cet observatoire qui nous dira combien il y a de chats, combien il y a de chiens, qui est-ce qui possède ce truc, voilà. Tant qu'on n'aura pas ça très précisément, on pourra imaginer des choses, un peu élucubrées parfois, mais il nous manque parfois des données extrêmement solides pour pouvoir avancer. Donc là, on a une idée de ce que ça peut coûter, mais on ne sait pas vraiment. C'est comme les morsures de chiens. Les morsures de chiens, on ne sait pas exactement combien il y en a. On sait qu'il y a des chiens dangereux, enfin c'est un autre sujet, mais, bien sûr. Voilà, mais on ne sait pas vraiment. Ce qui est quand même assez flagrant, enfin je comprends bien par rapport à ce fait de vouloir des chiffres, mais ce qu'on peut constater quand même, là, moi je vois les associations locales du 06, là en ce moment on est en pleine saison des chatons comme on pourrait dire, elles sont toutes absolument blindées, absolument. Elles n'ont plus aucune famille d'accueil de libre, plus aucune. Elles sont débordées de chattes gestantes, de chatons trouvés à moitié morts au bord des routes. Enfin, c'est juste affreux. Le nombre de chatons biberonnés dans des conditions vraiment terribles, enfin, quand on constate ça, même si on se dit peut-être que c'est 11 millions de chats errants, mais même si on sait peut-être, on fait quelque chose, quoi. C'est ce qu'on fait dans cette loi, avec les moyens qu'on a. Et en disant, le maire, il peut procéder. Non, le maire, il procède. Bien sûr. Voilà, donc c'est déjà un grand pas en avant, mais je vous dis, soyons extrêmes, il faut être très, très, comment dirais-je, humble par rapport à cette proposition, à cet article-là, parce que je vous dis qu'il va y avoir des problèmes au Sénat. J'en suis absolument certain. Comme d'ailleurs sur d'autres articles. Et sur celui-là en particulier, finance. Là, c'est un problème d'argent. Oui, c'est pour ça que je reste persuadée qu'il faut quand même jouer du côté du particulier. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à stériliser son chat, c'est impossible. Et en plus, c'est incontrôlable. On est obligé de faire une sensibilisation quand même. Ah mais ça on le fait. Et ça on l'a fait, on le fait. Il y a des livrets qui sont délivrés par le ministère de l'Agriculture. Les vétérinaires font un travail fantastique à cet égard en recommandant systématiquement, très très souvent, la stérilisation des chats. Ils le font ce travail. Oui, ils le font auprès des gens qui vont les consulter. Mais les chats errants, c'est souvent oui, mais les chats errants qui font des petits, là je veux dire, en dehors de les stériliser, je vois pas la solution qu'on peut avoir. C'est les associations de protection animale, les communes, les intercommunalités et l'État. Ouais. Tu as évoqué l'observatoire. Pour avoir des chiffres dans cet observatoire, il va falloir que ça remonte de la base, du terrain. Sur le terrain, ceux qui sont le plus à même d'identifier et de comptabiliser les chats errants, ce sont les nourrisseurs qui sont interdits par la loi. Il va falloir évoluer là-dessus. Et quand on dit le maire stérilise ou doit stériliser ou fera stériliser les chats errants sur sa commune, le particulier oublie que dans le code rural, il est dit stériliser ou euthanasier. Eh oui,
Voilà. Et donc, en tout cas, à Villeneuve-Loubet, le choix a été vite fait avec Lionel Lucas, tu en parlais tout à l'heure. Lui, c'est stérilisation, même si ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Hein. Ça coûte de l'argent. Je l'ai fait avance aussi, avec en délégation de service public. Et c'est un budget non négligeable. Non négligeable. Heureusement qu'on a, par exemple, 30 millions d'amis avec qui on est en association, qui maintenant nous oblige quand même à payer la moitié des stérilisations, la commune. D'avancer l'argent. Avant, ils prenaient tout à leur charge. Maintenant, c'est fini, mais parce qu'il y en a tellement qu'ils ne pourront pas tenir le coup. Donc, c'est une bonne chose. Mais il va falloir avancer là-dessus. Il va falloir qu'il y ait une prise de conscience très importante, à mon sens, des intercos. Le Radio Show des animaux est à la fin de cette deuxième journée. Je sais, ça passe vite. Et on se retrouve dès demain avec notre invité Loïc Dombreval et Cléa, Ethics for Animals, ainsi que Albert Calamuso, premier adjoint de la ville de Villeneuve-Loubet et à la protection animale. La suite de la musique, c'est sur FLP Radio. Rendez-vous demain, 13h, pour la suite de cette émission. FLP Radio, California Music.